Service Culture débarque sur Europe 1 tous les matins dans ce studio pendant les fêtes, vous le savez, pour vous donner des conseils, des idées de lecture, de spectacles, de disques. Je dis donc bonjour Valentin Réglé-Brussy. Bonjour Maxime. Ce matin avec vous, 3 rappeuses engagées. Exactement, elles nous viennent du Caire et elles sont au top. Au top. Bruno Kras, vous nous parlez ce matin d'un très grand cinéaste, Jean-Pierre Melville, avec un livre, une biographie et une anthologie en DVD. On en parle dans un instant. Diane Jacus est avec nous. Bonjour Diane. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, je vous parle d'une nouvelle série Netflix, un bijou culte revisité au charme contestataire. Oh, c'est signé Spike Lee. Ouais. En plus. Mais d'abord, donc, nous allons au Caire avec vous, Valentin, pour de la musique. Vous nous emmenez en Égypte pour écouter 3 jeunes filles qui n'ont pas attendu le balance ton port, le hashtag balance ton port, pour dénoncer la condition des femmes dans leur pays. Non, il s'agit des rappeuses du groupe Bent Al-Maswara, ça veut dire filles de l'Égypte, et c'est assez cohérent, vu qu'elles viennent du Caire. Voilà, ça se tient. C'est un tout jeune groupe qui s'est formé il y a 2 ans suite à l'appel d'un institut d'études féministes égyptien. L'objectif, c'était de réfléchir au rapport homme-femme par le biais de la culture. Et on peut dire que Marina, Mariam et Esra, c'est le nom des rappeuses, ont bien phosphoré. Résultat, un album, Bent Al-Maswara, et on est loin du rap bling-bling, même plutôt à l'opposé, avec un rap carrément revendicatif. Dans leur texte, elles parlent de conditions de la femme, elles dénoncent le système patriarcal. Écoutez ce que ça donne. Voilà, ce morceau c'est extrait de leur premier album, c'est Horeiti, ça veut dire ma liberté, et pour les non-arabophones comme moi, je vous traduis ce qu'elles y chantent. Alors vous êtes non-arabophone mais vous traduisez quand même. J'ai beaucoup de talent. Ouais, on nous répète toujours que nous sommes des filles, qu'il nous est défendu de parler, de protester, que notre voix est un affront, ainsi que notre corps. Les autres morceaux s'appellent T'es le roi, très ironique concernant le sentiment de supériorité de bien des hommes. Le message est clair, mais elles ont bien conscience qu'en tant que jeunes filles urbaines de classe moyenne, elles ne représentent qu'une partie des femmes égyptiennes, et c'est pour ça qu'elles se sont lancées dans un deuxième album, Masgouna, un album qu'elles ont préparé en faisant des ateliers d'écriture avec des femmes de la Haute-Égypte, au sud du pays. Les chansons sont écrites, et ce second album, il est en préparation. On devrait pouvoir l'écouter en mars 2018. En attendant, je vous propose un autre extrait de leur premier album. Le morceau s'appelle Harb Kebira, ça veut dire le grand combat. Et je redonne donc le nom de ce groupe, c'est Bent Al-Maswara. Excellente prononciation, Maxime. Je fais des progrès. Merci Valentin. Bruno Kras, vous avez choisi ce matin de nous présenter d'abord un superbe coffret où il y a tous les films de Jean-Pierre Melville. Il faut absolument les revoir. Vous m'avez ordonné de les revoir. Vous me dites qu'ils sont magnifiques. On les redonne tous, ces films. Léon Morin, Prêtre, Le Samouraï entre autres, Le Cercle Rouge, etc. Et il y a une biographie également, Melville le solitaire. Absolument. Et cette biographie est signée par Bertrand Tessier, journaliste et spécialiste de cinéma. On y apprend énormément de choses, notamment que Melville, Jean-Pierre Grimbach de son vrai nom, est né il y a tout juste 100 ans, mort prématurément à l'âge de 55 ans, en 1973. Le jeune Jean-Pierre n'avait que 6 ans lorsqu'il a eu sa première caméra, une petite Pathé Baby à manivelle, avec laquelle il a aussitôt commencé à filmer tout ce qu'il y avait autour de lui. C'est après la guerre où il s'était engagé dans les forces françaises libres que sa carrière de cinéaste a débuté avec Le Silence de la mer en 1947. Melville, qui a été influencé par le cinéma américain et les gangsters, entre autres. Son look d'ailleurs était très révélateur, Stetson et lunettes noires. Melville était un perfectionniste à tous les niveaux, images, son, dans sa manière aussi de gérer le temps et le silence. Souvenez-vous de Delon dans Le Samouraï, ou surtout du Cercle Rouge, l'histoire d'un casse place Vendôme, où les protagonistes, Delon, Montand et Gian Maria Volonté, vont dérober pour 2 milliards d'anciens francs de bijoux. Les séquences se déroulent dans un silence total, 25 minutes sans un dialogue, au point que l'inspecteur Mattei, Bourvil, magnifique dans l'un de ses derniers rôles, prononce cette phrase en visionnant plus tard les images de la caméra de vidéosurveillance: ils ne sont pas bavards. Alors, on va écouter un extrait du Cercle Rouge. Montand, tireur d'élite, a réussi à atteindre à 30 pas le micro-orifice d'une serrure commandant l'ensemble du système de sécurité. Après le casse, il explique à Alain Delon comment il a fait. Mais la balle était en quoi? Plomb, antimoine éteint. Un alliage léger, mou, de faible densité. Et comment as-tu établi le dosage exact? En fonction de la durée de la course de la balle. Dans notre cas, 20 mètres, 5 centièmes de seconde. Le temps de la fusion partielle de la balle et de son refroidissement, avant de s'écraser au fond de la petite serrure, sur les petites pompes, en les moulant en quelque sorte. Tu comprends?
Non, mais c'est génial. Voilà. C'est génial. C'est génial, dit Alain Delon. Voilà, le livre, le coffret, beau cadeau pour tous ceux qui adorent le cinéma. Et voilà, pour tous ceux qui adorent le cinéma, comme Bruno Kras. Diane Jacques, vous vous êtes branché sur Netflix qui continue d'abreuver ses abonnés en séries et en films. Cette semaine, vous nous en avez rapporté le dernier phénomène. Eh bien oui, Maxime, phénomène, c'est le mot. Dans sa course aux nouveautés, Netflix est allé cette fois-ci piocher dans le cinéma indépendant américain de 1986 pour en ressusciter l'une de ses héroïnes, à savoir Nola Darling. Un personnage qui avait fait tourner la tête et la caméra d'un génie inconnu de Brooklyn, alors âgé de 29 ans à l'époque, du nom de Spike Lee. Dans son premier film intitulé Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, She's Gotta Have It en anglais, le réalisateur exposait sa quête de liberté sexuelle, émotionnelle et artistique, celle d'une jeune afro-américaine et de ses 3 partenaires, face à une société qui voulait la contraindre. Dès sa sortie, il marque toute une génération, dont Mathieu Kassovitz, qui s'en inspira d'ailleurs pour son premier long métrage intitulé Métis. Ben oui. Ben ouais. Avec Nola Darling, le monde s'est pris à l'époque un style en plein cœur. Le grain de l'image noir et blanc, le jazz indolent qui s'échappait des fenêtres, le souffle chaud de la ville sur les jours et surtout les nuits de Nola. Aujourd'hui propulsé en 2017 et en couleur, on replonge dans sa tête, son art et ses draps, comme nous y invite la bande-annonce. En tant que pansexuel polygame sans tabou, des mots comme monogamie et famille n'ont jamais fait partie pour moi des possibilités à envisager. Comment tu peux réussir à gérer tous ces mecs en même temps? D'habitude, je sais où j'en suis dans mes relations avec les hommes ou dans mon art. Mais là, je sais plus tout à fait où j'en suis. D'accord, et si vous me parliez un peu de ces hommes, justement? Eh oui, alors on va en parler des hommes. Et vous avez entendu, entre autres, Nola se déclare pansexuelle. Qu'est-ce que c'est? Alors je vous laisse aller vérifier le sens dans le dictionnaire, mais édition 2017, pas 1986. Évidemment, on ira vérifier. Alors d'ailleurs, le réalisateur a dû s'adapter en recrutant une équipe pour l'aider à actualiser le personnage. Bah oui, tout à fait. En fait, pour rendre crédible cette nouvelle version, le réalisateur de Malcolm X s'est entouré d'une équipe de 5 auteurs femmes, dont son épouse, sa propre sœur Joy Lee et la dramaturge et prix Pulitzer Lynn Nottage. Pour incarner Nola, nouvelle génération, le choix s'est naturellement porté sur Devonda Wise, qui s'explique sur cette nouvelle aventure. En grandissant, je me suis reconnue dans des modèles comme Katharine Hepburn, forte et sans peur. Je ne réfléchissais pas en termes de barrières. Mais je pense qu'il est très important pour les femmes de couleur et les femmes en général de se voir comme des êtres humains entiers et imparfaits. Selon moi, il est tout à fait possible de faire du divertissement tout en gardant un certain éveil. Nola Darling n'en fait qu'à sa tête et c'est emblématique en ça. Et oui, autre époque, autre mot, autre fléau. Toujours dans l'optique de faire accepter son mode de vie, Nola affronte les difficultés de notre époque d'aujourd'hui. La gentrification de son quartier de Brooklyn, les conventions, mais aussi le sexisme et le harcèlement dont l'actualité nous prouve de jour en jour l'étendue. Pour résumer, moi je dirais que Spike Lee a ravivé une flamme. Cette petite chérie-là, symbole de force, d'imperfection, de sensualité et de détermination, pour prêter main forte aux femmes d'aujourd'hui et à leur combat, lui qui les aime tant, les femmes comme les combats. Welcome back Nola. Et voilà, She's Gotta Have It, série Netflix tout droit sortie donc de l'imagination de Spike Lee. Merci Diane Jacques et merci à toute la bande.